Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. On va commencer avec un entrepreneur qui met son expérience au service des autres, voilà. Mais ça, vous allez me dire, il y en a beaucoup, et oui, il y en a beaucoup, et bravo à eux. Mais ça va un peu plus loin. En fait, ce sont les étudiants de Polytechnique. Alors, Polytechnique et HEC, c'est surtout Polytechnique qui m'intéresse, je dois vous dire, parce que se dire qu'il y a 10 ans, les étudiants de Polytechnique rêvaient de devenir entrepreneurs, c'est pas sûr. Maintenant, c'est le cas. Et donc, il y a des programmes pour les accompagner. On va démarrer avec ça et avec Patrick Sayer. On repart, les amis, avec Patrick Sayer, le président d'Augusta. Bonjour, Patrick. Bonjour, Stéphane Soumier. Qui fait une masse de trucs dingues, Patrick. Parce que, non, il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler, vu le nombre de tes activités. Oui. Donc, je veux quand même, alors évidemment, ce pourquoi tu es là, c'est-à-dire ce master commun Polytechnique HEC entrepreneur, dont tu vas présider le comité d'orientation, c'est ça. Mais il y a aussi tes fonctions, alors dites consulaires, c'est-à-dire que tu es, je ne voudrais pas dire de bêtises, juge au tribunal de commerce, oui, c'est ça. Président délibéré au sein de la 16e chambre. Et donc, j'aimerais un peu ton regard sur... ça y est, je crois que tout le monde a l'air à peu près d'accord. Tiens, on peut peut-être démarrer là-dessus d'ailleurs. Tout le monde a l'air à peu près d'accord pour dire non, il n'y aura finalement pas de catastrophe de faillite. Non. À la sortie de notre aventure. Bah, tu le dis comme une évidence. Il y a un an, c'était pas du tout une évidence, la première fois qu'on s'est vu. Non mais, Patrick. Dès lors qu'on a un président qui nous dit « je ferai ce qu'il faut, quoi qu'il en coûte ouais. », qu'on a ensuite un ministre de l'économie et des finances qui met en place les systèmes, qu'on a eu, grâce à la fois aux acteurs étatiques, je pense à la BPI, et grâce aux acteurs professionnels, une vraie prise de conscience et une responsabilité de la gravité de la situation et de la nécessité de faire ce qu'il fallait pour passer cette épreuve difficile dont on ne connaissait pas à l'époque la durée. Ouais. Ben, ça a été fait sérieusement, ça a été bien fait. Il y a peut-être eu cas par cas des petits malins qui ont exagéré, qui en ont profité. Oui, mais la grande peur, c'était qu'au moment où la cloche, justement, allait se soulever, qu'à un moment, ceux qui étaient soutenus artificiellement allaient s'effondrer. Il est évident. Et puis parce que il n'y a pas un coup près, il n'y a pas une guillotine. Il y a une sortie en sifflet, comme disent les économistes. On donne le temps au temps. Le gouvernement réfléchit à différents systèmes d'étalement de cette dette. Sera-t-elle remboursée? Sera-t-elle perpétuelle? Sera-t-elle partiellement transformée en fonds propres? Enfin, tout est d'une certaine manière dans les possibilités, ce qui me fait dire que tant mieux pour ceux qui ont su saisir cette manne, parce que ça leur a permis de se développer. Le terme à la mode, c'est de façon non dilutive, et c'est ainsi de façon non dilutive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu besoin d'ouvrir leur capital. Exactement, pas besoin de fonds propres supplémentaires pour financer leur développement, sachant qu'un certain nombre d'acteurs, et c'était quand même l'intérêt de cette période, et parce que ça nous amènera peut-être au deuxième sujet qui est le master, c'est que les acteurs de la nouvelle économie sont sortis beaucoup plus forts de cette période, parce que dans le fond, on s'est aperçu à quel point on avait besoin des services qu'ils offraient, des propositions qu'ils donnaient. C'est vrai. Et donc, ces gens-là qui dans le fond pensaient que ça allait mal se passer, sortent souvent avec des modifications assez prononcées de leur business model. Des gens qui étaient complètement B2C, qui sont devenus B2B. Enfin, on voit tout. Mais globalement, on a affaire à des acteurs qui sont beaucoup plus résistants. C'est très intéressant. Et surtout, c'est des gens qui, comme ils étaient, pour certains d'entre eux, ça va nous amener effectivement sur le master, en phase de croissance, de création, d'avoir besoin de beaucoup de cash, ont trouvé tout à coup finalement des prêts bancaires qu'ils n'auraient jamais trouvés en situation normale. Si ça n'avait pas été le PGE, jamais les banques ne leur auraient prêté ce que finalement elles leur ont prêté. Non, ils ont les ressources non dilutives dont on parle. Oui, c'est ça. Il y a des subventions, il y a le crédit impôt recherche, et ça a été effectivement une ressource non dilutive. Et il y a eu aussi le PGE, voilà. C'est formidable, j'y avais pas pensé. Voilà. Non, parce que la dilution, c'est un vrai sujet, pour te dire. Moi qui maintenant, marche après marche... Non, mais c'est un double sujet, parce que c'est un sujet où il faut pas... il y a les prix deviennent un peu dingues, et donc aujourd'hui, les dilutions sont assez faibles. Mais on le voit assez souvent, moi je vois assez souvent des gens refuser des dossiers, tout simplement parce que de jeunes entrepreneurs plutôt sympas
se sont trop dilués au départ. Ben oui. Et s'étant trop dilués au départ, ils se retrouvent avec moins de 50% du capital au moment de lancer une série A. Et les gens se disent, bah, putain, ils sont quand même tellement dilués. Donc avec la série A, ils vont tomber à 30 et quelques. Est-ce qu'ils auront suffisamment de volonté, d'énergie, de skin in the game, sachant que plus des 2/3 du sandwich va leur échapper à la sortie. On est tout à fait d'accord. C'est effectivement le sujet. Donc, master commun Polytechnique, HEC, entrepreneur. Je disais tout à l'heure dans le sommaire, c'est sans doute le témoignage d'une mutation profonde de notre jeunesse, Patrick. Déjà, il y a 15 ans, un gars qui sortait de Polytechnique, il n'imaginait pas devenir entrepreneur et monter sa boîte. Alors, de Polytechnique, non. Mais ce master, il existe quand même depuis 40 ans. Donc, rendons... D'accord, mais à vous... Non, mais rendons à César ce qui est à César, et notamment, puisqu'il venait au départ du côté HEC, et quelqu'un qui a été sur ce plateau, je l'ai croisé il n'y a pas si longtemps, qui est Guillaume Poitrinal. Guillaume Poitrinal est un élève de HEC entrepreneur, Polytechnique HEC entrepreneur. Il y a eu une fusion qui s'est réalisée dans les dernières années, où il y a eu d'un côté la volonté de pousser l'entrepreneuriat côté HEC, et puis le côté technologique de l'école polytechnique qui poussait un master qui était un master très deep tech. Recherche fondamentale. Ouais, pas que recherche fondamentale, mais très deep tech. Ouais. Et donc la volonté des deux de se dire, mais créons un cycle. Alors le cycle, il fait pour l'instant 1 an, il y a à peu près 110 personnes. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a 40 boursiers, donc c'est plus d'un tiers des élèves qui sont pas nécessairement des accompagnés par leurs parents, même si le coût du programme est relativement peu cher, 25 000 € par rapport à ce qui se fait à l'étranger, qui est beaucoup plus cher. Donc c'est un programme très concentré sur cette année, où on est complètement à la fois avec un programme académique, il faut de l'académique, et où on est complètement pénétré du learning en action, c'est-à-dire l'accès au marché est partout présent, quoi. Mais par des cas, par de l'accompagnement de situations réelles coachées par des entrepreneurs. Ouais. Et on voit bien que c'est quand on a un objectif, quand on a un véritable objectif, qu'on apprend le mieux. Et ça, la recherche américaine derrière tout ça, elle est absolument considérable. Mais ça veut dire donc que ça s'apprend d'être entrepreneur. Alors ça veut dire que ça s'apprend, et ça veut dire, pour revenir à la question, je me suis égaré un instant, c'est qu'effectivement, quand moi je suis sorti de l'une des deux écoles en 1980, j'imaginais pas devenir entrepreneur. Oui. Mon père l'était, mais je n'imaginais pas. J'avais d'un côté des grandes sociétés, j'avais des offres chez Saint-Gobain, chez IBM, et puis finalement j'ai été dans un truc qui n'existait pas à l'époque, qui était la banque d'affaires. Enfin, j'étais quasiment l'un des premiers polytechniciens à aller dans la banque d'affaires. Bon, ça a été ensuite un truc visionnaire. Ça a été un truc formidable. Visionnaire. Mais l'entreprise, on n'imaginait pas. Or aujourd'hui, avec la transformation de l'écosystème, avec le fait qu'il n'y a plus que les banques. Il y a du crowdfunding de tous les côtés, il y a du seed, on peut même trouver des obligations, il y a tout un système, avec les taux d'intérêt qui sont ce qu'ils sont, qui donne des ressources à ces entrepreneurs, et on s'aperçoit qu'être entrepreneur, c'est quand même pas simple. Il faut des qualités de chef. Moi, je me souviens, quand j'ai pris la présidence de Raseo, j'ai lu les livres du général de Gaulle, parce qu'il y a... Mais tu te marres. Mais le général de Gaulle, oui, le fil de l'épée que je recommande à tout entrepreneur. C'est quoi ça, le fil de l'épée? Parce que je n'ai pas la bibliographie. Le fil de l'épée, c'est avant les mémoires. C'est dans les années 30, ça, le fil de l'épée. Non, même pas. Je crois que c'est dans les années 20. Enfin, oui, voilà, c'est ça. Peut-être même que je dirais une bêtise, qu'il a commencé à l'écrire quand il était en captivité, puisqu'il a fait de la captivité lors de la Première Guerre mondiale. D'accord, c'est l'entre-deux-guerres, le fil de l'épée. Donc, le fil de l'épée, c'est l'entre-deux-guerres. Mais c'est un vrai manuel de chef. Mais à part des lectures comme le général de Gaulle... Mais tu peux pas, Patrick, enfin, on est au XXIe siècle. Mais justement, qu'est-ce qu'il faut apprendre? Et d'ailleurs, dans le master, ils lisent de Gaulle. Non, ils lisent peut-être pas de Gaulle encore, qu'ils devraient, mais ils passent quelques jours à Naval. Parce qu'ils sont confrontés à des officiers qui, dans des situations réelles, ont des choix de commandement à effectuer. La première chose quand on est entrepreneur, c'est, tu le sais, tu le vis, tout te remonte, qu'est-ce que tu décides et comment tu décides. Donc savoir décider comment on s'entoure, est-ce qu'on est entouré, est-ce qu'on le fait seul, est-ce qu'on le fait, c'est la première chose. Je vais me permettre, Patrick, je vais te dire un truc.
le premier truc en tant qu'entrepreneur pour moi, c'est organiser pour que justement tout ne te remonte pas. Oui, alors, mais c'est. Ah bah oui. Non, mais c'est une façon de gérer. Ça fait partie de la façon de gérer, de ne pas avoir et de s'entourer de gens de qualité justement pour pouvoir déléguer des décisions importantes. Mais ça, c'est la première chose. Ensuite, on est dans des entreprises qui se transforment radicalement. Ouais. Et donc, on est permanence dans la conduite du changement. Ouais. Comment est-ce qu'on réagit par rapport à cette conduite du changement? Comment est-ce qu'on s'adapte? Et puis ensuite, on est dans un système où, par moment, ça va formidablement bien, puis par moment, on se prend une grande baffe sur la figure. Où on a 6 mois où rien ne va, où tout, on se prend que de la mauvaise écume. Bon. Comment piloter par temps d'échec? Et comment tirer de l'échec une source d'opportunité. Ils ont parmi leurs stages, pardon, je termine, ils ont parmi leurs stages un programme où ils accompagnent des administrateurs judiciaires qui les mettent en situation réelle sur des entreprises pour aider des entreprises sur lesquelles travaillent un certain nombre d'administrateurs judiciaires à rebondir et ils présentent leur projet devant des juges au tribunal de commerce. Donc, ils apprennent l'échec, ils apprennent Combien de temps dure le programme? Seulement 1 an. 1 an. Ça évoluera peut-être, pour l'instant, c'est seulement 1 an. Ça fait beaucoup de choses en 1 an quand même, de ce que tu viens de décrire là. C'est très intense. C'est intense. Hein. Alors, mais donc ça veut dire, les gars, c'est quand même à la base des chercheurs, c'est-à-dire ils font tout ça pour ensuite faire de leur domaine de recherche mené dans le cadre de l'école polytechnique une entreprise. Non, ce sont pas des chercheurs du tout. Il y a 3 tiers. Il y a un tiers de polytechniciens diplômés, il y a un tiers de diplômés d'HEC, et il y a un tiers d'autres. Tu retrouves de tout, tu retrouves des architectes, on retrouve des donc élèves. C'est plus mode MBA en fait. Des élèves de l'école hôtelière de Lausanne. Et l'idée, c'est de les mettre par trinôme, assez régulièrement par trinôme, pour apprendre tout ce que je viens d'évoquer, en les mettant en situation réelle. Mais qui n'est pas forcément en lien avec la recherche de pointe telle qu'elle peut se faire aujourd'hui à l'école polytechnique. Alors, il y a deux modes en parallèle. Ça peut ou ça peut pas. Il y en a un qui est plutôt, il y a un cursus qui est un cursus plutôt deep tech. Et il y a un cursus où on travaille plutôt sur les modifications des marchés. Donc ça, ce sont des boîtes qui sont moins technologiques que les premières. Et d'ailleurs, on pourrait imaginer d'autres cursus. Il y a une très ardente volonté de la part d'un certain nombre d'étudiants pour de l'entrepreneuriat social ou sociétal, appelons-le comme on veut. Est-ce qu'il faut peut-être, c'est pas à moi à décider ça, mais je dirais que c'est quelque chose qui montre le changement du système dans lequel. J'adore ta phrase, c'est pas à moi à décider ça, c'est-à-dire que tu as ton opinion sur le sujet, mais en même temps on voit le monde et on voit les jeunes générations qui sont en train de bouger et qui font vaciller toutes nos certitudes là-dessus, Patrick, on est d'accord. C'est très impressionnant, très impressionnant. Alors j'avais un dernier point, mais il nous reste 3-4 minutes parce que quand même investisseur, président d'Augusta. Pardon. Vas-y. Non mais encore, parce que il faut. La preuve de la valeur de ce programme, c'est les sociétés qui en sortent. Alors mais voilà, c'est ça. Voilà. Tu prends Doctolib. Tu prends PayFit. Comment ça, Doctolib, il est sorti de... Il est sorti de... Tu prends PrepFit, tu prends Frishti, tu prends Front, tu prends Shift, j'en oublie sûrement. Donc, Julia, elle est polytechnicienne sortie de ce truc-là. Non, ils ne sont pas nécessairement polytechniciens. Ils sont encore une fois pas nécessairement ni polytechniciens. Je ne sais pas ce qu'elle est précisément, j'ai pas regardé. Elle est extraordinaire. Voilà. Ça, c'est un truc qui est sûr, elle est extraordinaire. D'accord, le programme sort de ça. Le programme sort des entreprises de très grande qualité. Et 75%, c'est ce qui est formidable, 75% de ceux qui en sortent, donc c'est pas forcément un programme de recherche fondamentale, c'est tout le contraire, c'est une idée d'entreprise et qui a été travaillée, 75% à la sortie créent véritablement leur entreprise. Et un mot là de ton métier d'investisseur, parce que je regardais, il y a des chiffres qui sont tombés sur les fusions-acquisitions là, qui repartent à un rythme de dingue, donc on a battu des records, je crois, qui datent du XXe siècle en fait, de 2500 milliards de dollars de fusions-acquisitions sur les 5 premiers mois de l'année à l'échelle mondiale. Tant mieux pour mes copains banquiers. Tant mieux pour tes copains banquiers. Il y a pas un sujet à un moment quand même, quand en gros on est sur des valorisations boursières qui explosent et des fusions-acquisitions qui se font pour peut-être justifier ces valorisations, justement, essayer de chercher de la... Enfin, tu vois une sorte de course à l'échalote, tu le sens pas du tout, qui pourrait amener de l'instabilité dans le système? Non, enfin, l'instabilité...
L'instabilité, elle est plus fondamentale. Hein. Elle vient qu'il y a trop d'argent. Elle vient du modèle monétaire non conventionnel. Enfin, bon, et pour l'instant, chaque fois qu'on justement, ce serait chaque fois qu'on parle avec un banquier central, il se veut rassurant. Donc, je n'ai pas les compétences d'un banquier central, mais chaque fois que je parle à l'un ou à l'autre, il se veut formidablement rassurant. Donc, pour vous, Sadour, comme disait la mère de Napoléon. Mais je n'ai jamais fait, parce que c'est le sujet sur les bulles de M&A, je l'ai regardé, j'ai jamais tiré de corrélation précise entre les bulles de M&A et les difficultés sur les marchés. Les difficultés sur les marchés, elles viennent d'autres choses, elles viennent du Covid, mais elles viennent pas nécessairement des bulles de M&A. Et on voit aujourd'hui, ce qui est très intéressant sur ce marché de la M&A, je peux en citer une rapidement, on voit des entreprises de la nouvelle économie commencer à acheter des sociétés de la vieille, de la vieille. Prends Wind qui la semaine dernière a acheté Cimag, qui était une filiale de boîtes que je connais pas. Ils font quoi, Wind? De la BNP. Wind, ils transforment. Ce sont les acteurs de la digitalisation des points de vente physiques, de la caisse et de la digitalisation. D'accord. Ils achètent une filiale de la BNP. Ils rachètent Cimag qui venait du groupe Laser, Cofinoga, etc., qui est spécialisé effectivement dans les caisses. Et donc on a un nouveau mouvement qui se rajoute, si j'ose dire, au mouvement traditionnel, qui sont ce mouvement des nouvelles sociétés qui se positionnent sur l'ancienne économie pour leur donner, pour les transformer. Merci Patrick. Merci Stéphane Soumier. Patrick Sayer, t'étais là le premier jour, Patrick. Demain, ça fait 1 an. Eh ben c'est formidable. Bravo, voilà. Demain, on aura 1 an de Bismarck et still standing, comme disait l'autre. Voilà. Patrick Sayer était notre invité sur Bismarck. Patrick Sayer, donc le président d'Augusta sur Sud Radio. Alors, start-up dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'orthodontie. Vous allez voir ça. Dernière partie de Bismarck, les amis. Nathan Carmel est avec nous. Bonjour Nathan. Bonjour. Bienvenue. Cofondateur donc de Jouvence. Alors j'ai écrit à l'attaque des rentes de santé parce qu'en fait, quand j'ai vu, mais quelle histoire. Donc vous, le sujet, c'est l'orthodontie. Orthodontie, on dit. Hein. Orthodontie. Dont d'ailleurs, je n'avais pas idée des prix, je dois vous dire. C'est en regardant. On va pas les donner là, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire la pub du truc. En gros, vous les divisez par 2. Mais les prix sont très, très importants. Et ça doit faire partie de... C'est un peu comme l'optique. C'est-à-dire, c'est des prix qui sont de toute façon pris en charge par les mutuelles et qu'on a l'impression de ne pas payer. C'est ça le sujet, quand même. C'est partiellement vrai. Pour les adultes, les mutuelles ne prennent pas forcément en charge. Donc, dans beaucoup de cas, c'est plein pot. On prend après. Non, mais même, enfin, c'était juste ce petit point, mais ceux qui regardent Bismarck le savent. Quand on dit mais c'est bon, je ne paye pas, la mutuelle me rembourse. C'est vous qui payez la mutuelle, les amis. Hein, donc à la fin, voilà. Hein, à la fin, c'est bien la collectivité qui paye l'ensemble de ces systèmes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une forme de rente de situation autour de l'orthodontie ? C'est-à-dire beaucoup de... c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a peut-être pas assez de médecins pour le faire, trop de demandes et des prix et aucune concurrence, quoi. Voilà, disons les choses, comme assez souvent quand même en matière de santé. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'orthos en France, il y en a à peu près 4000 à comparer avec 36 000 dentistes et les prix ne sont pas régulés. Contrairement à la profession de dentiste, hein, c'est 2 professions totalement différentes. Et donc, ils pratiquent les tarifs qu'ils souhaitent pratiquer tout simplement et c'est très élevé. Plus ça va être discret, plus ça va être cher. Les prix sont pas régulés. Enfin, alors, on va parler des adultes, mais pour les enfants, ils doivent être quand même en partie régulés par les mutuelles, justement. Non. Non, même pas. Non. C'est sur la base d'un plafond, en fait, hein, par semestre. D'accord. Et parfois même un plafond total sur la durée du traitement. Mais ils pratiquent les tarifs qu'ils souhaitent pratiquer. Vous voulez vous adresser aux adultes ? Que les adultes. Que les adultes. Ouais. Voilà. Pourquoi ? Parce que non, mais je pense qu'il y a une bonne raison. Pourquoi ? Parce que pour les enfants, c'est encore trop fragile, trop complexe. Bon, les enfants vont plutôt s'orienter vers des bagues. Ils ont pas de soucis par rapport à ça, et surtout, ça permet de les forcer à être rigoureux. On peut pas les enlever. Nous, on fait que des aligneurs, ça s'enlève. Donc, c'est plus difficile avec les enfants. Il va à l'école, il l'enlève. Le traitement, il dure 5 ans. Ouais, très juste. On paye pour rien. Donc, que les adultes. Et en fait, quand on regarde les stats, il y a 1 Français sur 2 qui veut des dents plus droites. Il n'y a pas 1 Français sur 2 qui a moins de 16 ans, donc ça veut dire qu'il y a un gros marché sur les adultes aussi. 1 Français sur 2 veut les dents plus droites. Ouais, 54% précisément. Et donc là, vous vous proposez une solution. Alors, c'est une solution. Donc, très rapidement, un aligneur, ça veut dire comment ça marche ? Un aligneur, c'est une gouttière, j'en ai ramené d'ailleurs. Ah bah alors, des dents incroyables, voilà. Donc c'est une gouttière transparente, comme ça, qu'on vient clipser sur les dents, 22 heures par jour, et qu'on va porter pendant 2 semaines.
Une fois qu'on a terminé les 2 semaines, on passe à la série suivante. Donc en fait, c'est un séquençage. C'est vos dents dans 2 semaines, ça va les forcer à se déplacer. On change jusqu'à arriver à la fin. Et donc la position finale et vos dents sont censées avoir suivi le mouvement. Enfin, censé, ça marche. Ça marche, mais parfois, il faut s'y reprendre à 2 fois. Ah, il y a des dents qui veulent pas forcément bouger dès la première série. Et c'est handicapant au quotidien, c'est-à-dire que vous pouvez parler normalement Alors, on zozote un petit peu au début, jusqu'à ce que la langue s'habitue un petit peu, parce que ça crée une surcouche. Mais après, au bout de 2 semaines, on s'habitue, on zozote plus. Mais ça veut dire que c'est pour un adulte, c'est un engagement quand même qui va se voir. C'est-à-dire, on va voir qu'il a dans la bouche, même s'ils sont transparents, ces écarteurs. Enfin, c'est comment vous les appelez? Des aligneurs. Des aligneurs. Ou des gouttières. Ça se voit pratiquement pas. Ça se voit pratiquement pas. Non, il faut vraiment se concentrer. Ça brille un petit peu, mais on a des photos sur nos réseaux sociaux ou autres partagées par nos clients. Ça se voit pratiquement pas. Et donc le sujet, et c'est là où ça m'intéresse, c'est qu'en fait vous le faites pas du tout. C'est pas parce que ça pourrait être le truc. Mais qu'est-ce que vous nous mettez à l'antenne, un gars qui se pointe et qui dit qu'il a une solution? Non, parce que vous passez par les cabinets. Alors, des orthodontistes ou des dentistes d'ailleurs Les deux. Nathan, parce que les deux. Les dentistes font de plus en plus de traitements par aligneur. Alors, ils vont pas faire des traitements complexes comme nous. Enfin, nous, on n'en fait pas non plus. On fait des traitements simples à modérés. Tous les traitements complexes, on les laisse vraiment aux orthos. En fait, quand on a fondé Jouvence, on a regardé un petit peu ce qui se faisait. Le modèle américain, c'est vraiment pas de cabinet. On envoie des kits d'empreintes. Le patient prend ses empreintes lui-même, il signe une décharge, il reçoit son traitement. On s'est dit... C'est moyen. Mais oui, c'est moyen, on est d'accord, c'est moyen. Donc, on va chercher à adapter un petit peu. Mais même pour votre image, je trouve c'est moyen. C'est-à-dire que je pense que, enfin, je parle sous votre contrôle, mais on a beaucoup plus confiance, en fait, dans un traitement qui va être en partie suivi par un professionnel de santé. Exactement, c'est de formidables prescripteurs. Ben oui. Donc, les clients vont leur poser des questions, ils vont avoir des réponses précises. Donc c'est beaucoup mieux que lorsqu'on est livré à soi-même chez soi. D'ailleurs, on peut le voir en termes de taux de conversion. Là, je parle purement business. On a des taux de conversion qui sont presque 3 à 4 fois supérieurs à nos concurrents américains. Et donc on comprend les dentistes leur intérêt. J'imagine qu'ils touchent une commission à chaque fois qu'ils suivent un traitement. Donc on comprend leur intérêt. Mais même les orthodontistes, parce qu'en fait... il y a trop de demandes, c'est ça le sujet. Même eux, en fait, ils sont d'accord pour vous accompagner sur cette solution Pas tous, ça dépend de la taille du cabinet, de leur chiffre d'affaires. Les dentistes, il y a plus de concurrence, donc ils sont plus à même ils veulent plus travailler avec nous. Les orthos, c'est un petit peu plus difficile de les convaincre, effectivement. Un traitement comme ça, dans un cabinet ortho, c'est 4 500, 6 000 euros. Chez nous, comme vous l'avez dit, c'est moitié prix. Enfin, je voulais pas le dire, mais voilà, vous l'avez dit. Vive les vendeurs. Et après, là où c'est intéressant aussi, c'est que c'est quand même bourré de tech votre histoire. C'est-à-dire que l'une des clés grâce auxquelles vous arrivez à réduire les coûts, c'est qu'il y a beaucoup moins de visites en cabinet pour le contrôle. Beaucoup de choses peuvent se faire à distance, en fait. Exactement. En fait, les deux sont liés. Quand vous allez voir un praticien dentaire, que ce soit dentiste ou ortho, il raisonne en chiffre d'affaires par heure au fauteuil. C'est-à-dire que lui, il a un objectif. Par exemple, je dois faire 300 € en 1 heure à mon fauteuil pour être rentable, payer les charges et me sortir un salaire qui permette de vivre, sympa. absolument. Qui justifie, mais je ne sais pas combien, 7-8 années d'études pour un dentiste, absolument. Exactement. Donc, quand on réduit ces rendez-vous, normalement, le prix doit baisser également. Donc, nous, on a développé une plateforme qui permet de suivre en fait les traitements à distance. On travaille aussi sur de l'intelligence artificielle derrière pour aider à la prise de décision, puisqu'il y a un contrôle toutes les 2 semaines. Et derrière, ça permet de réduire de pratiquement 80% le nombre de rendez-vous. Et alors ça, est-ce que c'est une... parce que si on peut élargir... Alors non, d'abord quand même, parce que pour lancer une boîte dans l'orthodontie, il faut quand même... je sais pas, c'est... D'où vient l'idée? Vous-même, vous êtes des études dentaires ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout. Moi, école de commerce classique. D'accord. Et donc, vous regardez toutes les niches où il peut encore y avoir moyen d'aller défoncer quelques rentes par-ci par-là? Non, je tombe sur un article, tout simplement. Je tombe sur un article de ce qui se fait aux États-Unis. On en a parlé juste avant et je me dis, c'est génial. Mais est-ce que je peux l'adapter? Je creuse un peu et au bout de quelques jours, je me dis, allez, je me lance. Et 6 mois après, on lançait Jouvence. Parce que vous faites appel à des technos, vous l'avez dit, alors bon, un petit peu d'intelligence artificielle comme tout le monde, mais enfin, elles sont, j'imagine, sculptées, impression 3D, etc., les gouttières. Ouais. Il y a dans
la prise d'empreinte, etc. Et tout. Enfin, il y a tout un tas de technos qu'il faut commencer à connaître, à maîtriser. C'est une courbe, hein, on apprend de plus en plus. Alors nous, ce qu'on a fait dès le début, c'est qu'on a cherché à se faire un petit peu copain-copain avec nos différents partenaires, les praticiens dentaires, parce que c'est une source de savoir énorme. Et le but, c'était de les impliquer, qu'ils nous accompagnent. Pas juste on fait du business ensemble, mais sentez-vous impliqués dans l'entreprise, aidez-nous à développer la plateforme. Enfin, on va répondre à vos besoins, etc. Donc c'est comme ça, au final, que... Et donc le message, très rapidement, ça veut dire ayez pas peur, entrepreneurs, d'investir dans le domaine de la santé, qui peut quand même paraître très complexe. Au contraire, les praticiens sont demandeurs, en fait. Ouais, il y a des praticiens qui sont demandeurs. Il y a toujours des praticiens qui seront pas demandeurs et qui vont vous dire non, je veux pas innover, je suis très bien comme je suis. Il y en a d'autres qui sont demandeurs et en fait, ça leur change un petit peu du quotidien. Et in fine, ils aiment bien tout ce qui est start-up. Et notamment, on a des investisseurs maintenant dans l'entreprise qui sont des orthos. Et j'ai pas eu à trop pousser pour les convaincre. Ils étaient super excités de rejoindre l'aventure. C'est génial. Nathan Carmel, donc cofondateur de Jouvence, c'était notre invité sur Bismart. Et les amis, on se retrouve demain, ce sera notre anniversaire. Hein, voilà. Demain, ça fera 1 an qu'on est là. Still standing. Félicitations. Nathan Carmel, donc cofondateur de Jouvence, c'était notre invité sur Sud Radio. On se retrouve demain. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.